Transition urbaine, on continue avec le Grand Angle. Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, aujourd'hui, franchement, je suis particulièrement content parce que là, on va rentrer dans le sujet des tiers-lieux de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on va vous parler des tiers-lieux à travers plusieurs réseaux, plusieurs personnes. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, il nous fallait Marie-Laure. Donc, merci beaucoup, Marie-Laure, d'être avec nous. Donc, Marie-Laure Cuvelier, qui est la secrétaire générale de France Tiers-Lieux, qui est donc le réseau un peu qui fédère l'ensemble des tiers-lieux. Donc là, on va prendre le temps de ce grand angle pour un peu défricher ce mouvement, les contours et les enjeux, et en même temps connaître un peu mieux Marie-Laure. Donc, bonjour Marie-Laure. Bonjour Régis, Ça va? ça va super, ravi d'être là. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait en introduction, mais je le refais encore. Je te remercie vraiment de ta participation parce que, je le rappelle, Transition urbaine, c'est un jeune projet audiovisuel en ligne sur Internet et d'avoir des personnalités comme toi pour les sujets qu'on traite, c'est vraiment une très grosse opportunité. Donc, merci. Donc, Marie-Laure, est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît, dans un premier temps, nous présenter ton parcours? Alors mon parcours au sein des tiers-lieux, il démarre il y a une grosse dizaine d'années maintenant. Moi j'y suis arrivée par la thématique du travail et le besoin de concilier la vie d'une jeune maman et une activité professionnelle digne de ce nom, quoi, en tout cas passionnante. Et donc, je travaillais depuis chez moi comme je faisais du conseil. Et puis, ben, s'est posé l'envie de ne pas rester toute seule chez moi, donc de réfléchir à partager un bureau avec d'autres personnes. Et donc, ça a donné en 2010 la création du Node, qui est un espace de coworking à Bordeaux, qui existe tout. Et puis à ce moment-là, il y a eu une rencontre décisive avec une personne qui s'appelle Lucie Légron, qui avait à peu près les mêmes besoins, mais dans un territoire complètement différent, qui est bien connu, qui s'appelle Pomerol, un petit village où elle a aussi créé un espace de travail partagé à peu près au même moment. Et donc toutes les deux, ben, on s'est retrouvés à faire un réseau en fait avec nos deux initiatives. Et puis, partant de là, il y a plein de porteurs de projets ou de gens qui simplement étaient curieux, se demandaient comment on avait fait pour monter ça, sachant que toutes les deux, on avait des partenariats avec les collectivités locales, alors plus ou moins prononcés et qui ont mis plus ou moins de temps à se mettre en place. Elle, en rural, ça a été beaucoup plus compliqué, surtout dans un village voilà, qui est connu pour son vignoble et où monter un tiers-lieu, bon, ça, ils ne comprenaient pas trop l'intérêt. Voilà, moi c'était plus facile, il y avait une vraie dynamique sur Bordeaux, une vraie volonté aussi politique. Et puis bah, surtout, j'avais une grosse communauté dès le départ de plus de 150 personnes qui travaillaient dans l'écosystème numérique ou pas très loin en tout cas. Et donc ça a été beaucoup plus facile de convaincre la collectivité de nous suivre et de nous prêter un lieu. Voilà, c'est comme ça que j'y suis venue. Et puis bah, de fil en aiguille, la partie réseau a pris de plus en plus de place. Donc avec Lucille, on a développé une structure qui s'appelle la coopérative des tiers-lieux, qui est une SIC, on en a parlé juste avant, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a une centaine de sociétaires et donc qui fédère les tiers-lieux, alors qui sont évidemment bien plus larges que nous, le sens qu'on y mettait il y a une dizaine d'années. Voilà. Ils sont en grande partie rurales, ils embrassent l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit agricole, social, des ateliers partagés de l'artisanat, des ressourceries, des cafés associatifs. Enfin, il n'y a pas de limite hein, à cette définition du tiers-lieu, c'est ce qu'on en fait. Et donc aujourd'hui, il y en a à peu près 280 en Nouvelle-Aquitaine voilà, qui sont fédérés par la coopérative tiers-lieu. D'accord. Et donc, moi, ce que je voulais te demander par rapport à ça, puisque avant d'aller sur le volet national, au niveau de la coopérative des tiers-lieux, comment concrètement vous animiez le réseau? Alors ça a longtemps été bénévole en fait, toutes les deux. On avait la chance d'avoir des activités indépendantes. Donc moi je faisais du conseil en communication et Lucille était graphiste et photographe. Donc nos activités tournaient. On avait des clients relativement fidèles. Du coup ça nous permettait de consacrer pas mal de temps bénévole à l'animation du réseau parce que par essence un réseau n'a pas de modèle économique.
Et donc, par contre, au bout d'un moment, concilier tout ça, ça nous prenait, je pense, pas loin de 80% de notre temps, parce qu'il y avait de plus en plus de porteurs de projets qui nous sollicitaient, plus des collectivités aussi qui nous demandaient de les accompagner, etc. Donc, en 2014, on a basculé, on a dit, OK, on crée une offre. En tout cas, on avait déjà créé une association pour faire réseau, mais à partir de ce moment-là, on a commencé à se structurer pour pouvoir vendre de la prestation, pour accompagner les collectivités qui le souhaitaient. Et puis, on a monté une école des tiers-lieux avec une formation, un parcours de facilitateur de tiers-lieux. Je sais que les personnes précédentes parlaient également de l'intérêt de ces parcours où on va rencontrer d'autres porteurs de projets. Ça va complètement accélérer notre démarche. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est la 8e promo, je crois, qui est en ce moment en cours. Voilà, c'est sur une vingtaine de jours. On met les porteurs de projets en immersion. On les fait travailler et avancer sur leurs projets, sur tous les volets stratégiques, économiques, social, tous les partenariats qu'il y a à tisser au niveau d'un territoire pour quand on souhaite porter un projet comme un tiers-lieu. Alors, suite à ça, est-ce que tu as senti que tu pouvais avoir une complémentarité avec le service public, par exemple? Alors, complémentarité, oui, sur le fond, instinctivement, j'ai envie de dire, ça pourrait sembler être une complémentarité. Après, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ça peut parfois être un peu perçu comme la panacée, un tiers-lieu, et une collectivité pas forcément, qui comprend pas forcément vraiment la nature de ces projets, va peut-être essayer de remplacer des services publics. Donc, ou alors, voilà, profiter de l'aubaine d'un tiers-lieu pour que d'autres services publics se désengagent d'un territoire. Donc là-dessus, il faut, enfin, je mets un warning, c'est important de veiller à l'équilibre des choses et que le tiers-lieu ne vienne pas à moindre coût, en fait, rendre un service public, si en tout cas il n'est pas financé pour, s'il n'y a pas une délégation de service public pour ça, et des vrais moyens qui ne sont pas que l'huile de coude de la communauté du tiers-lieu, quoi. D'accord. Mais Parce que, encore une fois, par rapport à notre entretien, je reviendrai aussi sur la question du service public, parce que, en fait, là, tu nous as parlé de la coopérative des tiers-lieux, et là, tu es actuellement secrétaire général de France Tiers-Lieux, qui a une dimension déjà qui est plus nationale. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est comment tu es passé d'une dynamique régionale à une dynamique nationale? donc avec la dynamique régionale, ça faisait longtemps qu'on se posait la question d'une visibilité nationale. En fait, on a beau être fondamentalement décentralisateur dans les tiers-lieux, on croit beaucoup dans l'hyperlocal, dans l'action de proximité. Aujourd'hui, en France, si on n'est pas visible nationalement, s'il n'y a pas un truc dans la fédération qui a un siège à Paris, l'État ne prend pas en compte, ne voit pas, quoi, n'entend pas. Donc, c'est une mission ministérielle qui nous a donné cette opportunité, conduite par un monsieur qui s'appelle Patrick Lévivette, qui est le patron de la Fondation Travailler Autrement, et qui a été missionné par le ministère de la Cohésion des Territoires en 2018 pour un peu prendre la température de ce qu'était à l'époque le coworking. Enfin, c'était vraiment centré là-dessus. Donc déjà, ça montre à quel point l'approche était urbaine, parce que le coworking, c'est quand même quelque chose qui est très métropolitain. Et donc, la mission a permis sur le terrain de voir que c'était pas du tout, que le coworking était juste une petite partie de ce grand mouvement de tiers-lieux, qu'il en avait des centaines et même des milliers, puisqu'il en a dénombré 1800, je crois, lors de sa mission en 2018. Et donc là, à partir de là, ça a aussi montré que voilà, c'était pas juste des activités tertiaires de gens indépendants qui ont une certaine autonomie de travail, mais qu'on pouvait vraiment aller sur tous les thèmes et réparer des territoires, venir combler les manques, publics ou pas, en tout cas dynamiser des quartiers, des villages qui en ont besoin et dans lesquels il ne se passait plus grand-chose. Et donc à partir de là, finalement, la conclusion de ce rapport a fait état de 28 préconisations, parmi lesquelles ils ont dit il faut un outil national pour ces Ouais. tiers.
pour parler aux différents ministères, en fait, puisqu'il y a aussi cette particularité d'être hyper transversal comme outil. Un tiers-lieu, voilà, ça touche à tout, et ça, c'est un peu compliqué quand on parle à des collectivités qui sont structurées en silos. Il y a le service jeunesse, le service développement économique, le service tourisme. Mais par où rentre le tiers-lieu qui touche à tout ça, c'est complexe. Donc voilà, l'idée aussi d'avoir cette entité nationale, c'est un peu d'en faire une interface entre l'ensemble des ministères et le terrain, quoi, les acteurs. Et comment vous avez structuré cette association suite après ce rapport? Comment ça s'est fait? Alors c'est complexe puisque moi j'ai dit tout à l'heure que je venais du travail, c'est-à-dire je suis rentrée dans les tiers-lieux par l'activité professionnelle. Mais il y a des tiers-lieux qui ont une autre histoire, qui viennent de la médiation numérique. Il y a des tiers-lieux qui viennent du secteur culturel. Donc chacun a sa propre histoire, et du coup parfois c'est pas évident que tout le monde se parle et tombe d'accord. Donc en fait cette association, on l'a d'abord créée en tout petit comité en se disant on va prendre date et on va aller chercher des moyens pour pouvoir salarier une équipe et avancer vraiment, quoi, et pas mettre 10 ans à s'aligner sur la virgule dans les statuts, parce que sinon on fera rien comme on n'avait rien fait les 10 années précédentes au niveau national. Et donc on a créé cette association avec donc Patrick Lévivès, le gars qui a fait la mission coworking, Cécile Gallo-Selva, et ça a été la trésorière, elle l'est toujours, c'est la patronne d'une SIC qui s'appelle Éthique, qui est une foncière éthique et solidaire. Donc, il s'occupe plutôt, voilà, d'aider les tiers-lieux d'assez grosse envergure, et notamment en zone rurale, à se doter de bâtiments, à devenir, pourquoi pas propriétaires, ou en tout cas à faciliter l'accès au foncier pour des tiers-lieux. Et puis moi-même, donc on a constitué juste un petit bureau. On a déposé les statuts, non sans avoir quand même fait le tour de l'ensemble des réseaux existants, de l'ensemble des acteurs donc, qui sont déjà regroupés au sein d'un Conseil national des tiers-lieux. On est à peu près 64-65 représentants de ce qui nous semble être l'ensemble du mouvement des tiers-lieux. Donc il y a des choses très alternatives. Ça va de la ZAD à des filiales de Bouygues qui pensent faire des tiers-lieux avec des filiales immobilières, mais il faut que tout le monde soit autour de la table et que chacun voit qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement pour que les tiers-lieux se développent en France, quoi, et leur faciliter les choses. Et on a créé cet asso, et puis ensuite, on a un conseil d'administration où là, tout le monde a validé rapidement sa participation. Donc, il y a l'ensemble des têtes de réseau qui existent, donc la coopérative tiers-lieu pour la Nouvelle-Aquitaine à venir, à partir de ce que les acteurs, dans des groupes de travail thématiques, formulent comme besoin et comme priorité d'action. Marie-Laure, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner les grands axes, on va dire, de cette feuille de route? Donc en termes de thématiques, il y a tout ce qui est, par exemple, juridique. Il y a peut-être des endroits où on peut imaginer je ne suis pas juriste moi-même, mais où on peut imaginer de proposer des lois, par exemple, pour faciliter le télétravail, par exemple, dans des tiers-lieux. On pourrait imaginer aussi que les projets d'intérêt collectif, donc les structures de l'ESS qui portent des tiers-lieux, elles soient par exemple prioritaires sur l'acquisition d'une friche par rapport à un promoteur standard. Donc voilà, on travaille sur toutes ces questions-là. Aussi au niveau de la Commission européenne, se questionner sur avoir des régimes un peu plus favorables, notamment sur les subventions. Elles sont plafonnées il y a une règle européenne qui s'appelle la règle de minimis et qui plafonne à 200 000 euros les subventions sur 3 ans pour les associations notamment, en termes de fonds européens. Et donc là, effectivement, quand il y a un projet d'envergure, avec notamment beaucoup d'immobilier et plein d'activités différentes, 200 000 euros, ça peut être vite atteint sur 3 ans. Voilà. On essaye comme ça de trouver les endroits où ça coince, et avec le fait d'être présent au national et d'avoir un réseau hyper intéressant et qui a un peu ses entrées dans tous les ministères, et ben aujourd'hui on gagne en crédibilité, et surtout les tiers-lieux là qui sont regardés vraiment de façon complètement différente.
le Covid a un effet levier aussi là-dessus, quoi. C'est assez incroyable. Il y a plein de tiers-lieux qui ont continué d'agir pendant le confinement, qui se sont démerdés comme ils savent si bien faire, qui ont agi hyper rapidement pour fabriquer du matériel, qui ont, dans un certain village, des scolaires, la diffusion des paniers de légumes des producteurs locaux quand plein d'autres commerces ont fermé pendant le confinement. Donc voilà, il y a eu ça qui a montré à quel point ces petits lieux-là, ces petits projets de territoire pouvaient être réactifs. Et ça, du coup, c'est une grande force aujourd'hui pour notamment à l'aune des annonces du plan de relance. Ben, je pense que les tiers-lieux sont regardés complètement différemment. Et donc, la feuille de route, eh ben, c'est vraiment, en quelques mots, mobiliser un maximum de moyens pour soutenir les tiers-lieux, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on en fait avec 3 bouts de ficelle dans certains territoires. On voit bien l'impact que ça a. On n'est pas sur des indicateurs classiques, on n'est pas sur tant de chiffre d'affaires, tant d'emplois créés. Par contre, indirectement, chaque tiers-lieu a une valeur sociale, notamment incalculable pour un territoire. Enfin, voilà, j'imagine que tu peux en témoigner aussi, Oui, bien sûr. ne serait-ce que par les rencontres qu'il génère entre des personnes qui se seraient jamais croisées ailleurs. Voilà, et donc bah, tout ça, le fait d'avoir une structure nationale, ça donne de l'envergure à ça et on regarde les tiers-lieux autrement du côté des institutions en tout cas. Ok, très bien. Et ce que je voulais aussi te demander par rapport à ça, justement, tu parlais du plan de relance. Comment l'association France Tiers-Lieux se positionne par rapport à ça? Quelles demandes concrètes France Tiers-Lieux fait pour soutenir le mouvement des tiers-lieux au moyen de ce plan de relance, justement? Bah, ça passe notamment par. Il y a un programme qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle les Fabriques de territoires. Donc il y en a, je crois, 300 qui sont prévus sur 3 ans. Donc Mais là, ça, c'était avant, excuse-moi de te couper, mais ça, c'était avant le plan de relance. mais justement, on essaye de faire augmenter ce chiffre de 300 parce que 300, c'est le nombre de dossiers qu'on a à chaque vague de dépôt des dossiers. Et parmi 300 dossiers, il faut qu'on en retienne que 30 à chaque fois, quoi. Donc, les besoins sont colossaux. Les projets sont hyper riches et tout. C'est hyper dur de choisir 10% de super projets quand tu analyses ça avec une grille un peu froide, sur des critères assez objectifs. Alors que tu sais que voilà, localement, quand tu as fait un peu de terrain, c'est hyper précieux, sauf que voilà, on n'est pas forcément structuré pour monter des dossiers de dingue, des dossiers de subvention hyper lourds à porter administrativement. Donc voilà, c'est comment on mobilise plus de moyens et comment on allège aussi le fait enfin, voilà, de pouvoir attribuer plus facilement peut-être des enveloppes pas énormes, mais en tout cas qui permettent comme ça de développer sur la phase d'amorçage des 3 premières années les tiers-lieux, qu'il y en ait un maximum, et sans avoir forcément des compétences hallucinantes en termes de marché public, quoi. Et puis, il y a le volet artisanal qui va faire partie du plan de relance avec donc un objet. Donc, je suis pas pour marketer les choses, hein. Je sais que les tiers-lieux sont des objets uniques. Mais par contre, voilà, il faut aussi essayer de rentrer dans les manières de faire de l'État. Et c'est pas simple et sans se renier. Donc là, on propose un programme qui s'appelle les manufactures de proximité. Le nom est insipide, mais peu importe. L'idée, c'est que les ministères comprennent que ce sont des lieux où on peut fabriquer, où on peut relancer une production locale, où on peut relocaliser de la production, créer de l'emploi, maintenir de l'emploi dans des territoires, et qu'il octroie des enveloppes assez conséquentes, que ce soit pour réhabiliter des lieux, pour acheter des parcs machines, ou en tout cas augmenter des petits parcs machines existants, parce que la démarche dans tout ce qu'on porte avec France Tiers-Lieux auprès de l'État, c'est de leur dire on ne va pas réinventer la poudre. Il y a déjà des milliers d'initiatives qui sont géniales, qui existent, qui ne sont pas forcément visibles parce qu'elles ont autre chose à faire que de la communication, qui ne sont pas forcément très structurées bah, parce que c'est pas évident de trouver de quoi financer un ou plusieurs emplois. Mais voilà, comment on s'appuie sur l'existant, comment on fait avec,
et comment on aide des personnes qui ont déjà fait le plus dur, en fait. C'est-à-dire, voilà, pendant 2, 3 ans, elles ont mobilisé plein d'assauts, plein d'organisations en local pour monter leur projet. Donc, comment on vient leur filer un coup de pouce qui soit quand même significatif pour professionnaliser la démarche et la rendre pérenne, en fait. Parce qu'on a aussi vu pendant le confinement, mais même avant, il y a une fragilité de certains tiers-lieux qui se sont montés comme ça de manière très spontanée parce que la fragilité, elle vient pas forcément du modèle économique. Ça, je pense qu'il y a des modèles économiques dans les tiers-lieux. Par contre, l'épuisement des équipes, ceux qui se lèvent le matin depuis des années pour donner, etc., et qui ne sont pas forcément entendus par les collectivités locales, ou qui sont regardés de travers parce que le CCAS va considérer que c'est un concurrent, parce que la CCI va considérer que c'est un concurrent. Donc, c'est des projets qui vont parfois avoir des espèces de bâtons dans les roues qui sont à force extrêmement pesants et qui parfois peuvent épuiser, voire décourager des collectifs. Donc voilà, c'est cette reconnaissance-là aussi qu'on va chercher. Et bon, la reconnaissance, il faut qu'elle passe aussi par du vrai soutien structurant, donc des enveloppes conséquentes pour monter des lieux. Donc moi, je partage totalement ce que tu viens de dire et je suis vraiment très content qu'on soit sur ce temps long pour que tu puisses développer un peu tout ce que tu viens de dire. Mais je reviens quand même à la question que je t'ai posée initialement. Avec tous les moyens que l'État souhaite mettre à disposition et tous les moyens que vous essayez de mobiliser pour les tiers-lieux, euh, comment on ne peut pas penser que peut-être y aurait peut-être pas une arrière-pensée, mais en tout cas peut-être un objectif que les tiers-lieux puissent accompagner de manière plus marquée le service public et que après, in fine, on soit, parce que nous sommes aussi également un tiers-lieu, on soit peut-être presque en concurrence avec des collectivités locales ou en tout cas, euh, ça peut être expliqué qu'on marche sur leur plate-bande. Oui, bah ça, c'est une question de dialogue et d'interlocuteur. Donc, ça a l'air simple quand je le dis. Évidemment, je sais bien que ça l'est pas, puisque vraiment, c'est pas une question de bord politique ou quoi. Au niveau des collectivités, voilà, il faut que en face, on ait des personnes qui comprennent à quel point c'est précieux d'avoir des initiatives comme ça citoyennes et comment les accompagner au mieux et leur donner la place qu'elles méritent. Et effectivement, par rapport à la question du service public, oui, il n'y a pas à limiter dans leur action les tiers-lieux. Si en plus ça vient compenser un désengagement de l'État ou d'autres services publics, je pense à la Poste, je pense aux gares SNCF qui ferment, effectivement, il y a plein de choses à compenser, mais pour ça, nous, notre rôle, c'est vraiment que les vrais moyens soient mis en place et pas que ce soit finalement le maintien d'un service un peu cheap parce que voilà, les gens du tiers-lieu, parfois, ils sont encore un peu trop considérés à mon goût comme des gentils bisounours. Ou en tout cas voilà des personnes qui sont suffisamment généreuses ou qui ont peut-être parfois des difficultés aussi à poser les vrais besoins en termes matériels, parce que ça peut paraître aussi comme des gros mots, hein, de parler d'argent, d'aller négocier avec une collectivité. Donc, c'est aussi un des enjeux de la professionnalisation des équipes, quoi. C'est des thèmes qui sont largement abordés dans les parcours de formation qui existent, parce que c'est hyper important, en fait, de pouvoir parler d'égal à égal avec les élus locaux sur, voilà, on remplit un service public, effectivement, parfois, ça peut être clairement assimilé à cela. Je dis une anecdote toute bête sur. Moi, j'ai ouvert 3 tiers-lieux au total, toujours en zone urbaine ou périurbaine, et notamment sur le second que j'ai ouvert à Pessac, en banlieue bordelaise. Ben, il y avait, enfin, le service emploi de la ville était complètement invisible. Et moi, donc, le lieu que j'avais ouvert, il avait une vitrine hyper bien placée à côté de la gare SNCF de la commune. Et donc, mais tous les jours, j'avais 10 personnes qui venaient me demander pour photocopier un CV. Enfin, il y avait réellement un défaut de service de la commune sur ce point-là. Et donc, effectivement, je me recadre.
Ah ouais. Et effectivement, ben, je jouais ce rôle-là en fait. Enfin, je dis je, hein, on était un collectif évidemment, mais on jouait ce rôle-là bénévolement, c'est-à-dire qu'on se laissait, on était dans nos journées de travail chacun, et on se laissait interrompre parce que évidemment, on voit quelqu'un passer en mode, bah, j'ai un entretien aujourd'hui, je cherche du taf, est-ce que tu peux m'imprimer ça? Enfin, oui, c'est complètement dans l'esprit de la démarche de monter un tiers-lieu sur un territoire. Donc, mais par contre, voilà, comment à un moment donné on arrive à le valoriser. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais euh, on a aussi la chance en Nouvelle-Aquitaine, voilà, d'avoir rencontré des interlocuteurs au niveau de l'institution régionale il y a une dizaine d'années, qui étaient complètement dans ces enjeux-là et qui, en gros, nous ont dit, bon voilà, les acteurs, on va vous laisser vous structurer entre vous, c'est-à-dire que nous, on veut pas la mainmise sur les tiers-lieux. Ils font la même démarche dans l'ensemble des secteurs d'activité, en fait, dans notre région. C'est-à-dire c'est les acteurs qui s'auto-déterminent et qui se structurent eux-mêmes en clusters sur certains domaines. Et puis, donc, nous, on a créé ce réseau associatif. Mais eux, par contre, nous ont dit, voilà, qu'est-ce qui vous a manqué quand vous avez monté vos initiatives? En quoi ça vous aurait aidé que la région propose un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt? Où est-ce qu'il aurait fallu que vous soyez aidé pour accélérer votre projet, le rendre plus facile? Et de là, partant de vrais retours d'expérience, ils ont écrit un dispositif pour soutenir les nouveaux entrants, en gros, quoi. Et donc, c'est un dispositif qui a, je sais pas, peut-être aidé maintenant 150 tiers-lieux, la plupart en rural, voilà, qui a aidé ces lieux à émerger. Donc il y avait ce vrai questionnement et cette vraie posture de facilitateur qui est hyper précieuse et qui, à mon sens, enfin, représente vraiment la manière dont une collectivité se doit d'intervenir au service de ses administrés. Donc pour moi, quand il y a un tiers-lieu qui émerge comme ça naturellement sur un territoire, une commune, un village, mais l'équipe municipale devrait s'en saisir et dire c'est génial ce que vous faites, voilà, comment on peut vous faciliter les choses. On n'a pas forcément un gros chèque à vous faire, mais peut-être qu'on peut vous aider sur de la communication, à vous prêter une salle, vous aider à trouver un local, voire même vous faire une ristourne sur le loyer les 3 premières années. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut intervenir pour. Et puis, par là même, s'interroger sur, en termes de service public, qu'est-ce que ça pourrait nous amener. Et donc, je boucle ma boucle avec mon service emploi. Sur d'autres. Donc, moi, sur le tiers-lieu, là, à Pessac, ben, je rendais ce service-là avec le collectif de façon bénévole, informelle, mais bon, au bout d'un moment, on s'est fatigué. Parce qu'effectivement, ben, il y a un moment où la porte était plus complète. Quand le collectif a grossi, que tout le monde bossait, on ne pouvait plus répondre, on n'avait pas de salariés. Donc, à un moment donné, la porte, elle s'est fermée parce que la mairie ne prenait pas compte, ne tenait pas compte du fait qu'on palliait un service qui était de son ressort et qui n'existait pas parce qu'ils n'en prenaient pas la responsabilité. Et donc, j'arrive sur un autre exemple qui est en banlieue bordelaise aussi, au Bouscat, où là, au contraire, la mairie était hyper proactive avec l'association qui a monté un tiers-lieu et leur a dit bah, non seulement on va vous faire une ristourne les 3 premières années sur le loyer du lieu qu'on vous loue, mais en plus, on va y localiser notre service emploi, c'est-à-dire notre chargé de mission, et ben, ça va être son bureau. Donc ça leur a permis de participer au loyer du lieu, puisqu'ils louaient à temps plein un bureau dans ce lieu. Mais ce n'était pas un lieu de la ville, c'était la ville qui allait louer un bout du tiers-lieu. Et en plus, donc, le chargé de mission en question, il recevait tous les demandeurs d'emploi de la commune qui avaient besoin de rencontrer et qui, du coup, n'allaient pas pousser la porte de la mairie, mais se retrouver tout de suite dans une ambiance complètement différente. Déjà sans l'étiquette je suis chômeur en rentrant dans l'espace. Et voilà, et de façon très informelle, la personne était invitée déjà à prendre un café. Et puis, une fois qu'elle avait terminé son entretien avec le chargé de mission, bah, elle pouvait rester la journée là, profiter du Wi-Fi, se mettre, enfin voilà, intégrer le collectif directement. Elle était forcément informée de la programmation et des différentes animations qu'il y avait dans le lieu. Enfin, tout de suite, il y avait une vraie complémentarité, mais je veux dire incarnée, quoi. C'est-à-dire les deux parties, que ce soit la mairie
où l'association avait très envie de faire des choses ensemble. Et ça ne demandait pas des moyens colossaux, quoi. C'était simplement l'envie de se dire, bah oui, 1 plus 1 égale 3, quoi. Si on fait des trucs ensemble, ça va être vachement mieux que si on se regarde chacun dans son coin et qu'on se dit qu'on va être concurrent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des exemples précieux. En tout cas, Marie-Laure, moi, j'ai encore deux questions à te poser. Encore une fois, moi aussi, hein, comme tous les internautes, j'en profite vraiment parce que c'est une vraie opportunité d'avoir ton regard et ton expertise pour lancer vraiment pour nous cette thématique des tiers-lieux et puis approfondir avec les différents réseaux que tu as mentionné à un moment donné de ton interview. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Moi, je voudrais revenir encore une fois parce que nous, au niveau de la ressource et la mine, c'est quelque chose qu'on porte et que j'aimerais avoir ton retour concernant le service public. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a soit le service public donc qui est géré par les collectivités territoriales, soit il y a les délégations de service public où il y a des appels d'offres très précis gérés par des entreprises, etc., où il y a une vraie délégation. Nous, on essaye d'être sur un peu un chemin de traverse et on est en train de travailler avec nos politiques locales sur la région du Grand Orly-Seine-Bièvre, en fait, c'est le territoire dans lequel on est, sur la notion de mission citoyenne de service public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes des citoyens et on souhaiterait s'investir dans la chose publique tout en gardant notre singularité citoyenne, pas spécialement organisée ou pas, mais qu'à un moment donné, dans le cadre, parce qu'on est sur la participation citoyenne, on souhaite participer, mais au-delà du budget participatif et du vote à chaque échéance électorale. Et je pense que justement, il y a un débat que France Tiers-Lieu pourrait aussi mener en notre nom et aussi voilà, accompagner la réflexion du Conseil national peut-être des tiers-lieux. Sur ça, c'est comment, en qualité de citoyen, on essaye de mettre en place un cadre institutionnel. Oui. Voilà. Ça, c'est, je pense. Après, c'est vraiment l'opportunité, le privilège que j'ai de discuter avec toi comme ça en direct sur Internet. Mais c'est vrai que c'est une voix qu'on souhaite porter et justement qu'elle soit amplifiée par des caisses de résonance comme toi, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses. Mais j'en pense énormément de bien. Et effectivement, maintenant, euh, quand tu dis que, c'est-à-dire que j'entends qu'on veut tout, on veut le beurre et l'argent du beurre dans la mesure où aujourd'hui, quand il s'agit d'action publique, et ça veut dire que derrière, à un moment donné, il va y avoir du financement public, Oui. on ne peut pas malheureusement rester dans de l'informel. Ouais. Et c'est tout le point, enfin, c'est l'énorme point de vigilance qu'on a au sein de France Tiers-Lieu, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je viens de l'informel et que s'il y a bien un truc que j'exècre, c'est l'institutionnalisation des tiers-lieux. Donc, moi, je me fais vraiment le garde-fou de ça, hein, dans la limite de mes moyens aussi, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, parfois, je me sens un peu Don Quichotte, quoi, hein, parce que c'est vraiment le pays de la norme et de la formalisation. Donc, effectivement, dans ce que je racontais tout à l'heure de ce qu'on porte à la Commission européenne, c'est un peu ça, quoi. C'est essayer de faire bouger les lignes pour qu'il y ait, en gros, un pas en avant des deux parties, quoi. C'est de se dire qu'effectivement, nous, ça nous tue d'être dans le formalisme absolu. Enfin, je peux faire le parallèle avec le mouvement du développement local des années 70-80 qui est mort parce que il s'est fait institutionnaliser, quoi. Donc, il faut être très vigilant. Et à la fois, c'est une crainte que j'ai, mais par ailleurs, je sais aussi que il y a plein de tiers-lieux qui feront jamais appel à France Tiers-Lieux, qui feront jamais appel à des fonds publics. Et c'est ça aussi la magie de ça, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'eux pour faire des choses. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire plein de trucs sans demander de fric à personne. Bien sûr. Et c'est juste qu'aujourd'hui, ce serait quand même dommage de ne pas saisir l'opportunité de faire mieux et plus, et dans des meilleures conditions surtout, et d'amplifier ce mouvement-là, d'en faire profiter plein d'autres personnes et d'autres territoires. Donc voilà, mais au niveau. Excuse-moi, Marie-Laure, ce que je voulais dire par là aussi,
c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où on travaille sur des champs qui sont assimilés à aider ou à soutenir des politiques publiques, le fait de bénéficier de la redistribution nationale, c'est pas un gros mot. Ah, C'est-à-dire que une fois, voilà, c'est pas dans la logique qu'il y a certains tiers-lieux qui n'ont pas bénéficié de financement. Oui, mais c'est pas ça le propos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où on s'investit dans la chose publique, le fait de bénéficier de la redistribution nationale, qui est justement prélevé pour ça, pour le bien commun, parce que ça c'est une notion qu'on n'a pas dit clairement, mais qui transparaît de tous nos échanges. C'est la question du bien commun. À partir du moment où on travaille sur le bien commun, on peut aussi bénéficier des outils du bien commun. Et le financement public, c'est un des outils. C'était ça, surtout, le propos. ok, j'avais pas forcément bien Voilà. compris ton intervention. C'était plus ça, en fait. Tout à fait. Mais du coup, quand même, il faut, enfin, par quel circuit, tu vois, on bénéficie de cette redistribution. Il y a un minimum, en fait, de formalisation. Non, non, mais je sais, mais ce que je veux dire par là, moi, je pense qu'on n'a pas non plus collectivement exploré Oui. tous les champs pour cela. Moi, je pense qu'il y a peut-être, et c'est pour ça que des réseaux comme France Tiers-Lieux sont importants, que les acteurs se mobilisent, parce que je pense que légitimement, en tant qu'acteur qui évolue dans les tiers-lieux, on peut accompagner les pouvoirs publics à réfléchir à des nouveaux cadres, notamment sur une peut-être un peu plus souple, pour pas tomber dans les travers que tu disais précédemment, où il y a des secteurs de l'éducation populaire aussi, hein, notamment, qui sont complètement effondrés, qui ont souffert de cette institutionnalisation à outrance, on est d'accord. Donc là, on a ce passif, mais comment justement améliorer les cadres? Parce qu'il y a la vraie question aussi de la précarisation, c'est ce que tu disais, des professionnels qui évoluent dans ces tiers-lieux, et en même temps, voilà, qu'on soit dans un écosystème, on va dire, harmonieux avec la puissance publique, et en ayant aussi un cadre qui légitimerait notre action sans forcément se renier. Enfin, c'est un peu complexe. C'est un Oui. peu complexe. Mais c'est ce type de revendication qu'on pourrait demander aux têtes de réseau comme les tiennes. Ben, en tout cas, c'est là qu'on met beaucoup d'énergie, hein. Je peux t'assurer que. Mais voilà, comme tu le dis, c'est complexe. Le tiers-lieu en tant que tel, c'est un objet hyper complexe. Et c'est ça qui en fait aussi sa richesse. Et donc, à tous les échelons, c'est comme si tout ce qui se passe en local au niveau d'un tiers-lieu se répliquait à chaque échelon de réseau et jusqu'au national, quand on doit effectivement faire comprendre à des interlocuteurs voilà, qui sont dans la matrice, hein, j'ai envie de dire, depuis Ouais. des décennies. C'est pas simple. Mais effectivement, notre objectif, et aussi bien l'ensemble du bureau que le conseil d'administration aujourd'hui, c'est vraiment de faire bouger les lignes quoi, au niveau étatique. Voilà, pour que ça serve et qu'on puisse se dire à terme, parce que très honnêtement, on est dans cette action-là, mais même, enfin, moi, j'y crois, mais depuis le départ, je me dis, si ça se trouve, ils vont nous rire au nez, quoi, tu vois. Ouais. Et quelque part, je me dis, c'est juste que c'est le momentum, et que si on n'essaye pas maintenant, voilà, alors qu'on est un peu regardé sous le microscope, ben voilà, après, on va se dire, non, mais c'est pas le même monde que nous, donc ils comprennent rien, et basta, quoi. Non, il faut quand même essayer d'aller discuter et de se dire, enfin, voilà, au moins on aura essayé, et puis je pense qu'on a déjà obtenu tellement de choses depuis un an que voilà, que j'ai bon espoir, mais il faut retourner au charbon tous les jours pour, voilà, quand ça veut pas bouger d'un côté, il faut essayer à d'autres entrées. Tout est question d'interlocuteurs, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Ok, Sauf qu'ils sont extrêmement nombreux et qu'il faut trouver les bons, quoi. bien sûr. Alors maintenant, ma dernière question pour clôturer cet échange qui était franchement passionnant, encore une fois. Merci Marie-Laure, hein, c'est vraiment chouette de ta part. Comment on fait pour adhérer à France Tiers-Lieu? Sur le site francetierlieu.fr, on peut adhérer en tant que tiers-lieu, en tant que réseau, en tant que partenaire. Je crois que l'adhésion n'est pas très élevée, hein. Je crois même qu'il y en a une pour les personnes physiques qui est à prix libre. Donc voilà, c'est de faire entendre la voix des tiers-lieux. Après,
Toi, tu es en Île-de-France, donc il y a aussi des réseaux intermédiaires qui siègent déjà à France-Tiers-Lieu, tu vois. Donc, je pense que c'est important aussi de regarder à tous les échelons ce qui se passe parce que chaque niveau de réseau a son utilité. Et puis, ben, voilà, sur l'écosystème local, ça va être intéressant de voir les partenariats, de pouvoir dupliquer des événements, enfin, de s'enrichir les uns les autres. Mais bon, enfin, je me pose pas en donneuse de leçons. Je sais bien que tout ça, c'est dans ton ADN et que vous faites déjà. Donc voilà, chaque réseau a ses missions et il y a une super complémentarité entre tous. Mais voilà, nous, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à faire entendre la voix des tiers-lieux au national pour que justement il y ait plus de souplesse, que ce soit plus adapté à ce qu'on est réellement, nous, les tiers-lieux, quoi, et que on nous oblige pas à rentrer dans des cases parce qu'on n'y rentre pas. Ok. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Et puis, encore une fois, je te remercie beaucoup de ta disponibilité parce qu'encore une fois, Transition urbaine, c'est un jeune programme et ça montre aussi ta volonté de pouvoir accompagner tout le monde parce que nous, on se revendique pas comme un très gros tiers-lieu, mais on fait du mieux qu'on peut. Et encore une fois, merci beaucoup, Marie-Laure, pour ton soutien et à très bientôt. Merci à toi, c'est bravo pour ce que tu fais et pour ce que fait la mine. Merci beaucoup. À Allez, bientôt. salut. Salut. Ciao.